Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Je l'attendais avec impatience parce que on va parler de trucs qui moi me passionnent et en plus de rapports humains parce que finalement c'est ça le fondement de ce dont on va parler aujourd'hui et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Laurent Combalbert. Salut Laurent. Salut. Alors, Laurent, il faut le savoir, il a cofondé la branche négociation du RAID. Bon, quand même, voilà, ça pose le débat. C'est un spécialiste donc de la négociation. Il est passé par Scotland Yard, par le FBI, au-delà du RAID et de la police nationale. Il a fait un tour au ministère de l'Intérieur. Bon, voilà, ça s'est fait aussi. Et aujourd'hui, il est passé du côté obscur de la force, puisqu'il est il a monté plusieurs sociétés d'ailleurs, mais on en reparlera. Et en fait, il est aussi prof à HEC et à l'ESCP. Donc, vous voyez, c'est quand même du lourd aujourd'hui qu'on a avec Laurent. Petit disclaimer, si vous posez la question de pourquoi ma voix n'est pas comme d'habitude, c'est tout simplement que je sors d'un team building et j'ai tout donné dans le team building. Voilà, donc j'ai donné de la voix pour mon équipe. Donc voilà, des fois ça va dérailler un petit peu, mais c'est pas grave. Laurent, alors tu vois, je te l'avais dit, je fais des courtes intros, mais en fait j'y arrive jamais. Faut dire aussi que tu as un parcours juste phénoménal. Vous irez voir, je mettrai le lien vers la fiche Wikipédia, parce que le gars il a quand même une fiche Wikipédia, c'est pas mal. Et le nombre de publications de Laurent, rien que ça, ça remplit une page. Laurent, en quelques mots, est-ce que tu veux nous dire qui tu es après cette intro ? Écoute, je crois que tu as dit beaucoup de choses dans l'introduction. Moi, je suis négociateur de crise. Ça fait plus de 25 ans que je fais le métier de négociateur sur des situations de crise et des situations de tension. Je l'ai commencé au sein du RAID, ce métier. Je l'ai ensuite continué au sein d'un cabinet de conseil du ministère de l'Intérieur pour gérer des kidnappings de ressortissants. Et puis ensuite, j'ai découvert le plaisir de créer des entreprises. Donc voilà, je suis également chef d'entreprise et je dirige une ONG qui s'appelle Hermione et qui travaille sur des négociations de crise pour des organisations internationales ou pour des entités qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services de négociateurs professionnels. Et dans ce cas-là, on agit en pro bono pour ces organisations. Alors, Hermione comme le bateau de Lafayette ou Hermione comme Harry Potter ? Alors, Hermione comme le bateau de Lafayette et Harry Potter, et non pas comme l'opéra. Hermione avec un H, comme Hermione Granger. Hermione, c'est à la fois un réseau de négociateurs professionnels qui regroupe des négociateurs de police ou des négociateurs de forces spéciales. Okay. C'est une ONG donc que j'ai la chance de diriger et qui accompagne les organisations sur leurs négociations complexes. On accompagne l'OMS, on accompagne certaines missions d'ONG en Afrique actuellement. On gère des kidnappings pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une assurance kidnapping ou s'offrir les services d'un négociateur. Et Hermione, c'est également un référentiel de négociation. Hermione, ce sont les 8 questions clés de la négociation. C'est un acronyme qui reprend les 8 questions essentielles pour préparer et conduire une négociation. Alors, tu sais quoi ? Je me le note, les 8 questions essentielles
Je te reposerai la question tout à l'heure. Prépare-toi. Il y a aussi jour de confiance. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Alors, jour de confiance, c'est une journée qu'on organise tous les ans, qui a pour vocation d'inspirer et de redonner confiance à des collégiens qui se posent des questions, qui doutent. On a tous été collégiens, on a eu tous entre 14 et 17 ans la période où tu te demandes ce que tu fais là, à quoi tu sers, comment je me positionne avec les petits copains, est-ce qu'il faut que je fasse comme eux pour qu'ils m'acceptent. Bref, plein de questions que les gamins se posent. Et avec les experts de l'agence TTA, donc TTA c'est la société que je dirige et qui elle facture ses prestations, qui finance une partie d'Hermione d'ailleurs. Avec les experts de l'agence, on s'est dit mais les formations qu'on propose aux entreprises sur la négociation, sur le leadership, sur la prise de décision, sur la confiance en soi, est-ce qu'on pourrait pas le proposer à des ados qui se posent des questions parce qu'on a tous traversé ces périodes-là et je pense que ça pourrait les aider. Donc on a créé une association qui s'appelle Don de Confiance et Don de Confiance organise Jour de Confiance tous les ans où on va recevoir ici sur notre campus 40 collégiens pour passer une journée avec nos experts. D'accord. Sur la confiance en soi, sur l'assertivité, sur l'affirmation de soi, sur la discrimination des informations. On a un agent de la DGSI qui va expliquer comment on sélectionne les informations qu'on peut voir sur les réseaux sociaux pour pas se faire piéger par les fake news. Bref, on va essayer de leur donner quelques clés de confiance. Et comme on peut pas recevoir tout le monde sur le campus, on a 40 places parce qu'on finance l'intégralité de la journée. Hein. On récupère avec des navettes d'autocar. On a un streaming qui va être organisé sur cette journée et n'importe quel parent, n'importe quel ado pourra venir se connecter sur le streaming de l'association et participer le 9 juillet à Jour de Confiance. À distance, génial, c'est moins sympa qu'au campus, mais c'est sympa de le faire quand même. Ah ouais, non, mais parce que moi j'ai une cible en tête, hein. Charlie, si tu m'écoutes, voilà, c'est pour toi. Et comment on fait pour, ne serait-ce que, je pense que les places là sont déterminées, c'est fini, c'est plein là. Ouais, elles ont été remplies en 2 heures. Ouais, tu m'étonnes. Et comment on fait pour je te donnerai le lien du stream. Tu pourras aller sur le streaming de la journée et puis te connecter et suivre comme tu le veux les ateliers. On aura une équipe de tournage qui va accompagner un enfant virtuel sur toute la journée, qui va faire tous les ateliers, toutes les séquences de la journée. C'est génial. Ben écoute, il y aura au moins un viewer, ça c'est sûr. Peut-être 2 si j'arrive à convaincre Charlie de venir avec moi. Bon, on va rembobiner un petit peu tout ça. Comment Laurent, qui est diplômé de Sciences Po Toulouse, se retrouve chez les flics? Alors en fait, moi avant de faire Sciences Po, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques, mais avant de faire ça, j'ai fait du droit. D'accord. Je me suis lancé vers le droit parce que je voulais rentrer dans la police et pour le concours de, alors à l'époque c'était les concours d'inspecteur. C'était déjà avant alors. Oui, mais j'ai toujours voulu faire ça. Ok. J'ai passé mon enfance à jouer aux gendarmes et aux voleurs et je faisais jamais le voleur. Donc il y avait peut-être un truc et non, j'ai eu cette vocation très très tôt. Ouais. Dès la seconde, je voulais partir on appelait ça la section B, donc économie parce que je voulais faire du droit et des Sciences Po. Yes. Et donc j'ai un prof d'histoire et géo qui m'a aidé à aller dans cette voie et pas en C parce que j'étais bon en maths et on voulait m'envoyer en C. Et il a dit non, il veut rentrer dans la police, il veut faire du droit, donc il veut faire éco, on le soutient sur éco. J'ai fait droit parce que pour préparer le concours de lieutenant, enfin à l'époque c'était inspecteur. Préparer le concours d'inspecteur, il fallait faire du droit. Donc j'ai fait des études de droit. Et comme j'ai fait droit public et que à côté de la fac de droit à Toulouse, il y a Sciences Po Toulouse, il y avait un centre d'études et de recherche sur la police qui doit d'ailleurs toujours exister à Sciences Po Toulouse, qui m'a permis de faire un mémoire sur la lutte antiterroriste et la coordination de la lutte antiterroriste. Wow. Donc j'étais déjà très lancé sur ce sujet et je dirais que j'ai pas eu de doute sur ma vocation. J'ai toujours voulu faire ça. Je me suis donné les moyens d'avoir les qualifications qu'il fallait pour rentrer dans la police et j'ai eu la chance de rentrer dans la police en 95. Mais quand on rentre dans la police, on rentre pas directement au raid, donc il faut faire ses armes d'abord. Ouais. Écoute, j'ai été pendant 3 ans chef de section, on appelle ça les SPI, les sections protection intervention. D'accord. Ce sont les unités spécialisées des CRS. Ah, ok. Qui avaient pour vocation de lutter contre les violences urbaines et contre les manifestations dégradées. Donc les casseurs. Ok. Et donc comme je sortais des troupes aéroportées, j'avais fait un petit passage dans l'armée au sein des troupes aéroportées. J'avais, disons, physiquement, j'étais plutôt bien. J'avais deux, trois idées sur la façon d'organiser des équipes d'intervention en situation complexe. Et voilà, on m'a proposé d'organiser les SPI nouvelle génération et de monter ces équipes, d'être chef des 2 sections d'intervention de la CRS 8, qui était la compagnie de CRS qui est autour du RAID. Donc, je rentre pas au RAID tout de suite, mais je m'approche quand même un peu. Ouais. J'ai la chance de sortir bien classé de ma promo, de choisir mon poste et je choisis mon poste à la compagnie de CRS qui soutient le RAID. Parce que l'objectif c'était le RAID.
l'objectif. Ouais. D'accord. L'objectif, c'était là. Mais c'était le raid pour l'intervention. D'accord. C'était le raid Oui, pour ce qui va les colonnes changer d'assaut, après, ouais. D'accord. Mais ça veut dire que t'as un profil à ce moment-là, t'as un profil de gars qui y va quoi, qui va au contact, hein. Ouais, pendant 3 ans, j'ai fait ça, ouais. J'aimais bien, j'ai pas fait beaucoup de négociations pendant 3 ans. Alors, je te dis ça, mais c'est pas vrai. Bien sûr. Bon, C'est de la négo parce que dans une grosse banlieue qui dérape, tu vas voir le leader des gars en face et tu l'expliques, voilà, soit il calme le jeu, soit on démonte tout. Ouais. Donc c'est un peu de négociation, mais disons que c'est assez restreint comme technique de négociation et c'est plutôt basé sur le rapport de force. Ok. Mais oui, j'ai fait 3 ans très physique. J'avais 80 fonctionnaires sous mes ordres, 2 sections de 40. Et oui, on partait sur tous les maintiens d'ordre dégradés, sur toutes les cités qui brûlaient. On était envoyés en précurseur. On avait des véhicules légers. Enfin, ouais, c'était les précurseurs de ce que tu vois aujourd'hui, les SPI que tu vois aujourd'hui dans les rues. On appelle ça maintenant les SPI 4G, 4e génération. On a fait partie de la première génération à lancer ce concept. D'accord. Et donc, Mazel Tov, en 98, tu rentres au raid. Alors, est-ce que c'est comme on le voit dans les reportages, tu sais, 24 heures chrono, je sais pas, c'est-à-dire la sélection, elle est effectivement, c'est chaud. Alors la sélection est très très chaude, mais moi je suis pas passé par là. Oh. En fait, je suis allé voir le patron du raid en 97. Ça faisait 1 an et demi que j'étais dans ma compagnie, 2 ans que j'étais dans ma compagnie. Ouais. Et je vais le voir pour lui dire voilà, j'aimerais passer les tests du raid pour entrer au raid. Comme ma compagnie était autour du raid, je les voyais tous les jours. Je voyais le patron du raid régulièrement. Et je lui dis je veux passer les tests. Et il me dit il faut 5 ans d'ancienneté pour passer les tests. Vous avez 2 ans d'ancienneté, donc vous attendez un peu. Et en quittant le bureau du patron du raid, je croise quelqu'un qui s'appelle Michel Marie. Michel Marie, tu l'as peut-être vu quand tu vois Nicolas Sarkozy qui négocie avec Eric Schmidt Human Bomb à Neuilly. Oui. Michel Marie, c'est celui qui est derrière Sarkozy et qui essaie de le guider sur la négociation, qui lui donne des pistes. Ouais. Michel, c'est lui qui a lancé le concept de négociation structurée, organisée au sein du raid. Et Michel, je l'ai croisé quand je faisais mon mémoire de Sciences Po sur la lutte antiterroriste. Je l'avais croisé pour échanger avec lui sur le rôle du raid dans la lutte antiterroriste. Ouais. Et en me voyant dans les couloirs, il me dit écoute, on se croise, hein, puisqu'évidemment on boit le café presque tous les jours ensemble au bar de la CRS 8, qui est aussi le bar du raid. Il me dit je vois que tu sors du bureau du patron, tu veux rejoindre le raid. Écoute, moi je suis prêt à te récupérer si tu veux, mais pas pour l'intervention. Si tu veux, tu me donnes ton feu vert et je fais en sorte que tu sois au raid dans 3 mois. Par contre, tu passes pas les tests. Ouais. Donc tu seras jamais à l'intervention. D'accord. Et moi ce que je voulais c'était les colonnes d'assaut, je voulais rentrer dans le raid pour les colonnes d'assaut. Ouais. Et il me dit je te laisse 24 heures pour te décider si tu veux me suivre sur ce projet. Et ce projet c'est monter une équipe de négociation. Il me dit j'arrive pas à recruter des gens, j'ai du mal. Voilà, j'ai besoin d'avoir un jeune officier qui parle anglais, qui peut aller voir ce qui se passe à Scotland Yard, au FBI, à l'Afrique du Sud, partout dans les pays où ça marche. Est-ce que ça te tente? Si ça te tente, tu viens, je te récupère. Par contre, tu seras jamais à l'intervention. Et tu prends l'engagement que tu passeras jamais les tests pour rentrer à l'intervention, tu resteras à la négociation. T'as réfléchi longtemps? J'ai réfléchi 24 heures, ouais. En fait, je me suis dit... C'est quoi qui a fait pencher la décision? Alors, je lui ai demandé pourquoi il m'avait choisi, pourquoi il pensait à moi pour faire ce métier, pour me lancer dans la négo. Je lui ai dit, tu sais, je vais avoir 3 ans d'ancienneté, franchement, c'est pas grand chose, je suis un débutant. Hein. Il me dit, en fait, tu es un jeune lieutenant, ça veut dire que tu gênes personne dans le tableau d'avancement. Si tu arrives au raid, tu seras le dernier du tableau. Donc, personne va se dire que tu vas leur prendre la place, ils vont nous foutre la paix. Et puis surtout, tu seras jamais à l'intervention, donc ils vont pas avoir le sentiment qu'on monte une petite équipe rien qu'à nous. Ils vont se dire bon c'est les intellos qui lisent des bouquins qu'on comprend pas, on les laisse faire. Et puis on va bien voir. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Il m'a dit je te fais confiance. Si tu viens, on va s'éclater, on va inventer un métier. Et je me suis décidé à le rejoindre effectivement. Donc ça a pris plus de temps que les 3 mois qu'il m'avait annoncé, bien sûr, parce que l'administration est très lourde. Mais voilà, j'ai réussi à le rejoindre et à participer à la première équipe de négociation du raid. Alors j'écoutais une de tes conférences que tu donnais, je sais plus, pour des entrepreneurs, pour des entreprises. Ça doit être Croissance Plus, je crois. Où tu disais que avant cette équipe de négociation, en gros, ça négociait pas et que le fait de monter cette équipe, ça a changé les datas sur les interventions. Alors, ça a toujours négocié, hein, mais c'était pas de la négociation telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ça a négocié parce que c'était un peu comme tu vois dans les films, le patron de la police ou le patron du raid ou le patron de la BRI qui débarque et qui dit allez Raymond, arrête tes conneries, pose ton flingue, on va discuter. C'est comme ça que ça marchait. Donc nous on a un peu structuré le métier. On a commencé de manière empirique, hein. Mais Michel avait déjà dégrossi le sujet. Michel s'est lancé dans l'idée de la négociation en 93. D'accord. Et à Neuilly, c'est là qu'il a commencé à voir que
C'était un vrai job. Il fallait se préparer, s'entraîner. C'était que du rapport humain. C'était que de la confiance. Et donc, il a lancé l'idée de cette équipe. Moi, quand je suis arrivé au RAID en 98, il y avait déjà plein d'outils qu'il avait mis en place et que j'utilise encore aujourd'hui. La moitié des outils que j'utilise aujourd'hui dans mes négociations, je fais une centaine de négociations par an, c'est Michel qui les avait détectés, identifiés, qui avait mis ça sur la table et dans la bibliothèque du RAID. Ok, d'accord. Je sais pas, j'ai été vachement marqué par la prise d'otage là à Neuilly, et marqué par le fait que Sarkozy y aille. Enfin, il rentre dans la classe, quoi. C'était une bonne chose, ça, qu'il y aille ou pas? Avec le Aujourd'hui, recul on le maintenant. ferait pas, je pense. Ouais. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on le ferait pas. Alors, c'était une bonne chose parce qu'il a réussi à sortir des gamins. Ouais. Donc, l'objectif d'une négociation, c'est de sauver des vies. Et il fait sortir plusieurs gamins avant que le RAID donne l'assaut et rentre dans la salle de classe pour récupérer les fillettes qui restaient et neutraliser le preneur d'otage. Donc, il arrive à en faire sortir. Donc, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui on le ferait plus, ça a été positif. Il a réussi à faire sortir des gamins et ça, c'est toujours bien. Après, tu fais pas rentrer quelqu'un qui est pas préparé à la négociation. Ouais. Comme on le dit, c'est un vrai métier. Et puis, il a été courageux, hein, faut y aller, hein, dans la salle de classe avec les explosifs dans le sac, il faut quand même y aller, mais Ouais. il est dans une logique alors techniquement on appelle ça agressif, sans que ce soit péjoratif. Agressif, c'est qu'il défend son point de vue très très fort, sans forcément écouter l'autre, sans forcément que l'autre puisse défendre le sien. Ouais. Nous, on doit être assertif en négociation. Là, il est très punchy. Donc ça peut être parfois risqué. Tu peux faire déraper la personne qui est en face de toi, mais en l'occurrence, il a réussi à faire sortir des enfants de la salle de classe et c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, oui, ouais. Comment on fait pour apprendre? Parce que tu l'as dit, c'est assez empirique. Donc comment vous avez travaillé pour monter toutes ces méthodes? Alors déjà, on a lu tout ce qui se faisait sur la négociation. Ouais. Moi, j'allais à la Fnac tous les jours. Ouais. Le RAID est à Bièvre. On avait Vélizy, le centre commercial Vélizy 2 à côté. Et le seul endroit où tu pouvais manger un truc sympa, tu veux un sushi ou une pizza, c'était le centre commercial. Parce que la cantine du RAID, si tu veux, ayant passé 3 ans à la CRS 8 juste à côté à la cantine, j'avais un peu envie de manger autre chose. Et donc on partait tous les midis, on allait manger au centre commercial et il y avait la Fnac. D'accord. Et donc la pause café, c'était à la Fnac, à aller voir les bouquins qui sortaient. Donc tous les bouquins de négociation, tous les bouquins de psychologie, on les a tous achetés et je les ai tous lus. J'en lisais un par jour à peu près et je faisais une fiche de lecture tous les jours. Ok. Et je regardais dans le bouquin ce qui nous semblait intéressant et ce qu'on pouvait garder. Ok. Et donc là, en gros, vous commencez à monter une méthode. Mais alors là aussi, il faut s'entraîner. Comment on fait pour s'entraîner? Parce que enfin moi, je suis vraiment complètement novice là-dedans, mais tu vois. Tu fais une négociation type RAID. On reviendra sur les négociations entreprises après, mais type RAID, il y a la vie qui est en jeu. Tu vois, c'est pas juste une fusion-acquisition, c'est pas juste de l'argent, c'est la vie des gens. Alors, et t'as beau t'entraîner avant, le jour J, le jour de ta première négo, dans la vraie vie, c'est pas la même soupe, quoi. Bah, ta première négo, t'es mort de trouille. Moi, c'était un vieux papy qui avait pété les plombs, qui était retranché en haut de l'escalier avec un fusil de chasse. Ouais. Et ouais, tu te dis, tu y arriveras jamais, tu flippes comme jamais, quoi. Et puis, en plus, sur ce jour-là, Michel me dit, bah, écoute, vas-y, c'est toi qui prends contact. Ouais. Et puis, il me laisse et il va gérer il y avait le préfet qui était là, il va gérer le préfet. Et là, tu dis, ok, il faut que j'y aille, quoi. Et en fait, je croise le regard d'un collègue du RAID qui était au pied de l'escalier, qui était là au cas où ça dérape, qui me regarde et il me fait un grand clin d'œil pour me dire, allez, ça va le faire. Et tout de suite, tu dis, allez, ok, c'est bon, ça va le faire. Et là, tu pars, tu commences, tu crées le contact, t'accroches, et tu le fais, et je l'ai fait sortir. D'accord. Donc évidemment, quand tu as la première qui réussit, le gars pose son arme, il descend, il me tombe dans les bras, bon, tu te dis, ok, ça marche. Donc, tu fais un bon premier ancrage. Après, ce qu'on fait beaucoup, c'est s'entraîner. Tu disais comment est-ce qu'on apprend, comment on s'entraîne. On s'entraîne beaucoup. Alors, on fait beaucoup d'opérations. Quand j'étais au RAID, on faisait 100 à 150 négociations par an. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et j'y suis resté 5 ans, tu vois, ça fait un bon nombre. Ouais. Et 85% se résolvent sans assaut. Alors, au début, non. Au début, on était à moins que ça. D'accord. Au début, on bricolait. Soyons très honnêtes, on était comme ils le faisaient avant. Allez, c'est bon, faut pas dire ça. Mais non, la vie est belle. Tu vas pas te jeter du haut de l'immeuble. On faisait toutes les erreurs qu'il faut pas commettre. Mais une fois qu'on avait fait l'opération, on débriefait.
Donc on s'entraînait par la pratique. Ouais. On regardait ce qu'on avait dit. Moi, je me suis enregistré très très vite sur les négociations. On avait des sténorettes là, ce qu'avaient les médecins, tu sais, les petits enregistreurs qu'on mettait dans la veste, et puis on s'enregistrait et on débriefait. Qu'est-ce que t'as dit, comment tu l'as dit, est-ce que c'était bien. Donc du coup, chaque opération était un entraînement qu'on décryptait. Et après, on s'entraînait entre nous. On jouait chacun le rôle d'un preneur d'otage ou d'un forcené, et on se mettait la pression, on se poussait à bout pour voir comment on réagissait. Mais comment tu arrives au FBI? Parce que ça, c'est quand même hyper classe. Hein. Je sais pas. Toi, ça te fait peut-être rien, mais moi, quand j'ai vu ça, je fais waouh, le gars, il est passé par le FBI. Voilà, c'est un petit truc quand même. Écoute, là aussi, encore une fois, j'ai la chance d'avoir Michel qui me présente à quelqu'un qui s'appelle Gary Nossner. Et Gary Nossner, c'est le patron de la Crisis Negotiation Unit du FBI. C'est le chef des négociateurs du FBI. D'accord. Et Michel a croisé Gary Nossner en 91 quand il est allé faire une première rencontre au FBI. Pas du tout sur la négociation, hein, sur d'autres sujets d'intervention. Et Gary Nossner, en 98, fin 98, début 99, vient en France avec sa fille. Ouais. Pour visiter Paris. Et Michel Marie me présente Gary et j'accroche bien avec lui, vraiment, on s'entend très bien. Je fais visiter Paris à sa fille avec voiture de police, on lui fait la totale, quoi. La visite des Grands-Ducs. Ouais. Et puis ouais, j'accroche bien avec lui. On a un bon feeling, on échange assez rapidement. Et puis il me laisse ses coordonnées, il me dit écoute, on reste en contact, j'aimerais bien t'inviter aux États-Unis. Et je dis quand tu veux, tu m'invites. Il me dit il faut juste que le légal attaché du FBI à Paris soit d'accord sur cette mission. Et donc je vais voir le légal attaché du FBI qui s'appelle Enrique Guimanti et je lui dis voilà, je suis officier de police au RAID, j'ai vu Gary Nossner, il va m'inviter à aller aux États-Unis, comment on peut faire? Et lui il me dit alors mais c'est compliqué, il y a des contingences administratives beaucoup trop difficiles, ça à mon avis ça marchera jamais. OK. Et la semaine suivante, je reviens et je vais le voir et je lui dis voilà, je veux toujours y aller, comment on fait? Et toutes les semaines, j'y suis allé pendant un mois. T'es pas un négociateur, t'es un acharné en fait. Ouais, moi je lui dis que je lâcherai pas. et comme alors c'est un hispanophone, on se met à parler espagnol, tu vois, on sympathise un peu. Ouais. Et il me dit mais si tu veux y aller, faut pas y aller pour rien. J'ai eu Gary Nossner au téléphone. Si tu es d'accord, tu fais le stage de négociateur du FBI. Tu vas suivre la formation des négociateurs du FBI, le stage national. Ouais. Vous êtes 32, tu auras 31 agents et toi. Alors en fait 30 agents et 2 étrangers. Il y en avait un de Scotland Yard. D'accord. Et moi. Et voilà. Et c'est comme ça que je pars là-bas, faire ma formation là-bas. Et t'es fluent en anglais? J'étais pas trop fluent en anglais, mais par nécessité, au bout de 3 jours, quand tu es tout en anglais et que tu gères des cas, des vraies négociations encore en anglais, t'es obligé de devenir. Ouais, il faut avoir une vraie subtilité, parce que la négociation, c'est aussi la subtilité du langage et des mots, et le faire dans une langue étrangère, c'est encore plus rock'n'roll. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Donc les 3 premiers jours, tu as des grands moments de solitude. Je rentrais le soir dans ma chambre et je prenais des bouquins en anglais, je bossais pendant 3-4 heures, je lisais des trucs, je lisais des sujets sur la négo en anglais. Et c'est quoi le constat que tu fais? Parce qu'il doit y avoir, il y a des différences psychologiques, il y a des différences de pays, de mentalité, entre une méthode à l'américaine et une méthode, les méthodes que toi tu pratiquais au RAID. Les Américains sont très process. Ouais. Ils sont très organisés, ils ont des procédures pour pratiquement tout. Et donc c'est très bien parce que tu anticipes beaucoup de choses par la procédure. Après, il manque un peu de capacité d'adaptation. Ils manquent un peu de capacité à sortir du cadre et à improviser. Oui. Alors que nous, on improvise beaucoup. Les Américains nous appellent les freestylers. Oui. Et c'est positif ou Positif, oui, bien sûr. Sur le niveau de la gestion des kidnappings, on a un taux de succès qui est supérieur aux équipes anglo-saxonnes. D'accord. Parce que on est capable de s'adapter et surtout en négociation, c'est l'autre qui te donne le pouvoir de négocier avec lui. Ah. C'est toujours l'autre qui te donne le pouvoir. Si l'autre ne t'écoute pas, ne t'entend pas, ne te reconnaît pas comme légitime, tu peux être le champion du monde de la négociation, tu n'arriveras pas. Ouais. Donc si c'est l'autre qui décide que tu es crédible et légitime pour échanger avec lui, tu dois t'adapter à ce qu'il attend. C'est pas con ça. Non mais tu vois, très bien. Rien que pour cette phrase-là, ça valait le coup d'enregistrer, tu vois. Ok, très 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 bien. À partir de quel moment tu te sens? Alors, je sais pas si ça peut arriver, mais tu te sens en confiance. Tu vois, surtout dans les entreprises, quand tu prends des postes, etc., il y a ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur. À partir de quel moment tu dis, ok, là, je commence à être dans ma zone de confiance? Alors, j'y suis assez vite. Quand je prends une mission, quand même, je vais sur les secteurs. Tu parlais de fusion-acquisition. Mes premières fusions-acquisitions, évidemment, je suis
pas un spécialiste de la finance, loin de là. Mais je suis assez vite en confiance, non pas sur le fond du sujet, mais sur la forme de la négociation, sur la façon d'amener du contenu. Ouais. Donc je suis en confiance assez rapidement. Après, j'essaie d'être jamais en excès de confiance. Je doute très souvent, mais le doute, il doit être au bon moment. Douter de sa confiance, c'est déjà de la confiance. Quand tu doutes de ta confiance en soi, c'est parce que tu as confiance en toi que tu es capable de douter de ta confiance en toi. Donc, j'essaie je m'interroge très souvent sur la façon d'améliorer, de changer, de modifier, d'apprendre, de toujours apprendre. Et donc, il faut de la confiance initiale parce que sinon, t'es pas à ta place. Dans le métier que je fais, quand tu arrives et que t'es pas sûr de toi, ça va se voir et tu sers à rien. Oui. Donc, il faut être sûr de soi sur la façon dont tu vas amener ta connaissance et ton expertise. Après, les paramètres qui sont autour de toi et qui sont pas sous ton contrôle, tu te mets jamais la pression. Je me mets jamais de stress sur les facteurs qui sont pas sous mon contrôle parce que ça sert à rien, ça changera rien. Mais j'ai toujours un petit doute sur le niveau de confiance à mettre en avant parce qu'il faut pas non plus être perçu comme arrogant. Quand t'es trop sûr de toi, t'es perçu comme arrogant. Et oui, et ça peut être contre-productif. Ah, souvent. Après, tu vas... alors, je l'ai noté là aussi, je sais plus si c'est sur Wikipédia ou pendant ta conf. À un moment, tu vas former les forces spéciales aussi. En 2001, je suis invité à la base du commandant des opérations spéciales, le COS, pour échanger avec des gens du Bureau Action Environnement. D'accord. BAE. Je savais même pas que ça existait, je savais pas qui étaient ces gens. Mais par ami d'amis, on me dit tiens, il y a un capitaine de frégate de la marine là qui serait intéressé pour te rencontrer, puis on commence à échanger. Et on s'aperçoit que oui, ils ont les mêmes questions sur la négociation. Alors pas forcément la négociation de kidnapping ou d'extorsion, mais comment tu négocies avec une faction rebelle en droit de passage, comment tu négocies des renseignements. Je me rappelle la première formation que j'ai animée à ce moment-là pour le COS, j'en parle parce qu'il y a prescription, donc il y a plus de secret. Il y avait des équipes de liaison et de contact du premier RPIMA, les ELC du premier RPIMA, qui avaient pour mission d'aller dans les communautés au sein desquelles ils devaient chercher du renseignement, créer la relation, savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Bref, faire du renseignement humain, très très basé sur des techniques de négociation et de relations. D'accord. Donc 2001-2002, on forme les équipes du COS sur ces sujets-là. Enfin, on échange avec eux sur ces techniques-là. Alors, je leur montre ce qu'on sait faire et puis je les laisse choisir là-dedans ce qui les intéresse. Ok. Enfin, c'est une expérience hyper riche. Il y a est-ce qu'il y a une négo dont tu es particulièrement fier dans ce contexte-là du raid? Ouais, il y a une négociation qui était compliquée parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai transgressé toutes les règles et on a réussi. Mais c'était un homme qui était schizophrène et qui tenait son fils par les pieds, pendu par un pied. Son fils avait 18 mois. Wow. 15 ou 18 mois. Il le tenait par le balcon de son immeuble. Il était au 8e étage d'une tour. C'était au Clé-sous-Bois. Et il fallait prendre contact avec lui. Il voulait pas parler à la police. Donc c'était compliqué d'arriver à créer le lien. Et chaque fois qu'il venait parler au négociateur qui était sur place, il pendait le gamin par les pieds. Le gamin, au bout d'un moment, au bout de 30 secondes, il arrête de bouger parce qu'il a tout le sang à la tête. Les pompiers qui sont en bas avec la bâche te disent que s'il le lâche, de toute façon, tu le récupéreras pas parce qu'il va pas avoir le réflexe de se mettre sur le dos. Donc il va tomber sur la tête. Donc c'est très très chaud. Et moi je rentre j'ai passé une semaine à faire du parachutisme, donc je rentre de mission et je rejoins le raid parce que c'est une grosse opération. Je suis pas habillé en tenue de policier, je suis bronzé, tu vois, j'ai pas une tête de flic. Le vacancier. Quoi. Il veut parler c'est un peu ça, le touriste. Et il veut parler au médecin. Et donc j'ai dit on va lui présenter le médecin et je prends une blouse blanche. Je demande au médecin du SAMU de me donner une blouse. Alors en plus, ce qui était marrant, c'est qu'ils n'avaient pas de blouse blanche dans leur véhicule. Il a fallu trouver une blouse blanche et je mets une blouse blanche et je me fais passer pour le médecin. Et quand je vais au contact de cette personne-là, en fait, je rentre dans l'appartement, ce que tu ne fais jamais. Tu ne rentres pas dans l'appartement d'un schizophrène, parce que tu vas être dans sa bulle et tu vas le mettre sous pression. Ensuite, quand je rentre, j'ai plus de moyens radio. J'ai pas d'oreillette parce que je veux pas qu'il la voie, donc je suis pas en contact avec le groupe d'intervention. Il a fermé tous les rideaux de ses fenêtres, les snipers ont aucun visuel sur ce qui se passe à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur et quand je rentre, il ferme la porte. C'est une porte blindée. Wow. Et tu parlais de freestyle, là t'es en plein dedans là. Ouais, c'était ça. Ouais. Mais mon enjeu c'était qu'il laisse le gamin, qu'il prenne plus le gamin, qu'il le pende plus par les pieds. Et donc là c'était bon, c'était gagné. Et je sais qu'une fois que je l'occupe à l'intérieur, le groupe d'intervention monte l'escalier. Je sais que le groupe effraction va préparer l'ouverture de la porte, mais ça va prendre du temps. Et là, évidemment, ça tourne mal parce que je suis dans sa bulle. Et donc, j'essaie de le maîtriser. Je le maîtrise tant bien que mal.
La seule truc que je maîtrise pas, c'est son bras droit. Et son bras droit, ça me gêne pas trop, tu vois, il peut pas me donner de coups très violents avec son bras droit. Par contre, je m'aperçois qu'il a une paire de ciseaux dans la poche arrière de son pantalon, une bonne paire de ciseaux de couture. Et c'est le truc qu'il peut attraper pour mettre en coup. Et moi, comme je le tiens et j'essaie de le maîtriser en serrant son cou, en lui faisant une sorte de clé. La seule zone accessible facilement, c'est tout mon côté droit qui est complètement vulnérable. Et c'est exactement le côté sur lequel il peut me planter sa paire de ciseaux. Donc pour éviter ça, je monte ma jambe sur sa fesse pour pas qu'il attrape la paire de ciseaux, je bloque l'accès à la paire de ciseaux et là je tombe sur lui et je me plante les ciseaux dans la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et là tu te dis écoute, on verra. Ah, il te fallait une cicatrice, voilà. Ouais, c'est pas la première, mais c'est vrai que celle-là elle est pas mal, ouais. Donc celle-là, oui, c'est vrai que j'en suis fier parce que quand tu sauves un gamin, évidemment, tu te dis peut-être qu'un jour ce gamin-là, il va devenir chercheur au CNRS, il va inventer un moyen de sauver le monde ou de. Attends. Mais peut-être, c'est ce qu'il faut qu'il fasse d'ailleurs. Je l'ai pas sauvé pour rien. Mais après, j'ai transgressé les règles. Ouais. Tu rentres pas dans la zone sans protection, tu rentres pas dans la zone sans couverture radio, tu rentres pas dans la zone sans visuel. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas, mais j'ai réussi. Mais alors, j'ai eu pourquoi t'as pris cette décision-là, c'est-à-dire d'aller contre les process, contre les règles? Parce que la transgression, tu peux te le permettre si c'est hyper ponctuel, le plus court possible. S'il n'y a pas d'autre moyen d'accomplir ta mission, il n'y a aucune autre façon d'accomplir la mission. Et là, je voyais pas d'autre moyen de l'empêcher de reprendre le gamin, de le pendre et puis peut-être de le lâcher. Et puis, ça va pas à l'encontre des valeurs, ça va à l'encontre des process, mais ça va pas à l'encontre des valeurs. Oui, je comprends. Qui sont sauver la vie. Et donc, j'ai transgressé la règle, mais je l'ai fait, disons, dans une sorte de cadre. Quand je bosse avec des équipes ou avec des leaders, tu vois, dans les organisations, sur le droit à la transgression, je pense qu'il n'y a pas d'agilité si tu ne laisses pas les gens transgresser les règles. Si tu veux être agile et si tu veux inventer, il faut être capable de transgresser. Mais la transgression, ça s'encadre. Ok. Je regrette vraiment pas d'avoir enregistré. Comment on fait pour dormir quand on rentre d'un truc comme ça? Écoute, on se met au lit et puis on purge sa tête en fait. Oui. Moi, chaque fois que je rentrais de mission, j'avais une sorte de sas émotionnel. Je me mets dans la voiture avant de sortir de la voiture quand je rentrais chez moi et je disais ok, qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Quelle est l'émotion la plus forte que tu as ressentie sur cette mission? Et je verbalisais. Et j'évacuais le truc, quoi. Et donc, parfois, t'es énervé. C'est pas mal, ça, comme méthode ou tactique. Ouais, systématiquement, tu verbalises tes émotions. Moi, je le fais encore aujourd'hui, tous les jours. Je me fais un auto-débriefing émotionnel. Avant de passer à autre chose, c'est-à-dire quand je quitte le bureau, quand je sors de la voiture, quand je descends de l'avion, je me fais un débriefing émotionnel tous les jours. Ok. Je me pose la question, qu'est-ce qui a déclenché l'émotion? Quel a été le déclencheur? C'est une phrase, ou c'est une nouvelle triste, ou c'est une nouvelle joyeuse. Quels ont été les signaux d'alerte de cette émotion? Comment elle est montée? Physiquement, j'ai senti quoi quand l'émotion est arrivée? Est-ce que l'émotion s'est installée? Et donc, est-ce que j'ai eu du mal à l'empêcher de monter? Est-ce que je l'ai maîtrisé? Si oui, comment je l'ai maîtrisé? La respiration, la verbalisation, il y a plein de moyens de le faire. Est-ce qu'il y a eu des effets de cette émotion sur la situation? Et est-ce que les autres ont perçu les effets? Okay. Est-ce que les gens en face de moi ont vu les effets de mon émotion? Ils ont vu que j'étais dans l'émotion. Okay. Et ce petit protocole, j'appelle ça DAIMER, D-A-I-M-E-R. Déclencheur, alerte, installation, maîtrise, effet et réalité des effets. Et ce petit process, je le fais tous les jours aujourd'hui. Chaque fois même où tu vas une journée qui est pas une journée de boulot, je me dis ok, tiens, je me débriefe émotionnellement, qu'est-ce que j'ai ressenti, parce que tu peux pas ramener tes émotions à la maison. Oui. Ta famille, tes enfants, tes proches, ils vivent pas le même métier que toi, ils l'ont pas choisi, ils sont pas payés pour ça, ils ont pas la vocation pour ça, et tu peux pas te permettre de leur faire vivre les mêmes émotions que toi, alors que toi tu le fais parce que c'est ton kiff. Et donc justement, tu laisses tes émotions à l'extérieur. Ça me fait une transition parfaite. C'est-à-dire que alors ma question derrière le sous-jacent, c'est c'est quoi le profil du bon négociateur? Parce que, et c'est un peu pas ce que tu dis exactement, mais si tu peux pas être est-ce que tu peux être négociateur si tu aimes pas le conflit? Alors, je pense que la première qualité pour être négociateur, faut aimer les gens. Ouais. Parce que tu es face à des parties adverses. Quand je dis partie adverse, c'est la personne qui est en face de moi, adversaire. C'est pas négatif, L'adversaire, c'est pas forcément négatif, même si on le voit souvent comme négatif. Mais il faut que tu aimes cette personne-là. Il faut que tu l'aimes dans le sens, il faut que tu sois capable d'empathie. Okay. Même avec un criminel, même avec un terroriste, il faut à un moment donné être capable d'empathie parce que sinon ça marche pas. Je dis pas que tu l'aimes le terroriste, mais tu dois lui montrer de l'empathie parce que sinon il t'écoute pas. Okay. Et ton objectif c'est de l'arrêter, c'est de faire cesser ce qu'il est en train de faire. Donc il faut un minimum de capacité empathique pour être capable de gérer ce type de cas. Ça veut donc dire que sur certains cas, tu seras pas la bonne personne. Moi, j'ai des cas sur lesquels je vais pas. Ouais. Parce que avec certaines personnes ou dans certaines situations, je serai pas empathique.
je serais pas négociateur. J'aurais pas envie de discuter, j'aurais envie de leur mettre une balle. Un terroriste qui tue des enfants, par exemple, je discute pas, quoi. C'est pas Mohamed Merah, j'aurais pas pu discuter. Ouais. Il y a pas de négo. On pète la porte et s'il veut aller au combat, on lui en donne. Ouais, je comprends. Mais dans ce cas-là, j'aurais pas pu être négociateur. Donc tu le dis, tu dis écoutez, sur ce cas-là, je sais pas faire, je passe la balle à quelqu'un d'autre. Donc il faut que tu aies cette capacité d'aimer les autres. Après, ouais, le conflit, c'est toujours bien le conflit. Le conflit, il est souvent vu de manière négative parce que le mot conflit est connoté de manière négative, mais le conflit, c'est l'expression du désaccord. Et il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas de désaccord exprimé. Ouais, tu le dis dans la conf, la négociation commence quand l'autre a dit non. Bah oui, c'est clair. Si l'autre te dit oui, c'est pas de la négo, c'est de la vente. Ouais. Bah oui. Pierre, je vais te vendre ce stylo, regarde, c'est un super beau stylo, tu me dis, waouh, génial, je te l'achète, c'est parti, je te l'ai vendu, tu me l'as acheté. Si tu me dis, attends, j'en ai rien à faire de ton stylo, ou il est beaucoup trop cher, ou j'en ai déjà un comme ça, je veux une autre couleur, on va commencer à négocier. Alors, cette couleur, je l'ai pas, mais ce que je peux vous proposer, tu vois. Donc là, le désaccord, c'est ce qui crée la tension dans la négociation, mais c'est aussi ce qui te donne le moyen de trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Donc, le conflit, c'est la source de la créativité. Si dans une équipe, tout le monde dit la même chose, t'as qu'une seule idée. Si tout le monde dit des choses différentes et que chacun est capable d'accepter les idées des autres et de bâtir quelque chose en mettant toutes ces idées en commun, là, la créativité, elle est explosive. Ok. Je le note pour plus tard, ça aussi. Ça, c'est bien. Donc, finalement, le vrai bon profil du négociateur, c'est un mec qui est plutôt un pacifiste avec de l'empathie, qui sait improviser, Alors, le vrai profil de négociateur, c'est pas un mec. Ah, d'accord. Statistiquement, les femmes sont meilleures négociatrices que les hommes. C'est quoi les statistiques exactement? Là, si tu regardes on a des datas sur les profils de négociatrices et de négociateurs. Ouais. Quand on recrute des négociateurs, quand on forme des négociateurs, on forme beaucoup de négociateurs aujourd'hui à la méthode Hermione. Et quand on les intègre dans les sessions de formation, on regarde leur profil. Et les femmes ont des profils de négociateurs mieux structurés que les hommes. Statistiquement, Encore une fois, ça veut pas dire que toutes les femmes sont de bonnes négociatrices, mais elles sont naturellement plus empathiques parce qu'elles ont une appétence à l'émotion qui est plus facile que pour les hommes. C'est plus difficile pour les hommes de parler d'émotion, pour les femmes, ça a l'air naturel. Elles ont une capacité intuitive plus efficace. Là encore, il y a pas d'intuition féminine, mais il y a surtout la capacité à écouter ses intuitions que les femmes font plus facilement. Ouais. Donc il n'y a pas le genre importe peu dans la négociation, mais c'est vrai que les femmes ont quelques appétences particulières qui sont intéressantes. Moi, tu vois, je déteste la parité. Je ne recrute pas une femme parce que c'est une femme. Ouais. Je recrute une femme parce qu'elle a une compétence particulière. Ouais, bien sûr, c'est une question de compétence, bien sûr. Il y a un homme très empathique et une femme pas du tout empathique, je recruterai l'homme et pas la femme. Donc c'est cette notion statistique, elle est intéressante parce que les femmes sont statistiquement, au vu de leur profil, meilleures négociatrices que les hommes. Okay. Par contre, encore une fois, ces statistiques, elles ont un défaut de confiance. À un moment donné, elles ont le doute qui arrive. Parce que culturellement, une femme, c'est moins fort qu'un homme, ça gère moins les émotions que les hommes. Tu vois, c'est des conneries qu'on raconte aux petites filles dans les histoires. Et ça impacte ce que j'appelle le quotient d'insécurité. Elles ont un quotient d'insécurité plus faible que les hommes. Ok, compris. Donc tout ça est un public intéressant. Ouais. Puis donc ça fait un profilage sur une nana. Voilà. Alors justement, tu l'évoquais sur les formations que vous faites autour de la méthode Hermione. Alors c'est quoi ces 8 questions essentielles? Eh bien ça, vous le saurez au prochain podcast. Les Hermione, en fait, j'ai essayé de structurer. J'ai créé une méthode en 2002 qui s'appelle Pacificate, qui est une méthode de négociation très complète, qui a fait l'objet de plusieurs bouquins, notamment Négociateur. Avec les négociations de crise que je mets en œuvre au sein du réseau Hermione, au sein de l'ONG Hermione, on avait besoin d'être très pragmatique, très direct, et parfois d'accompagner des gens qui n'avaient pas été formés en négociation, qui n'avaient pas le temps de se plonger dans tout ce qu'on pourra amener sur une formation. Donc Hermione, ce sont 8 étapes. Le H de Hermione, c'est la haute intensité. D'accord. Ce qui fait que ta négociation est difficile ou complexe, c'est l'intensité qu'elle va générer chez toi. Il y a un enjeu personnel, il y a la pression du temps, il y a un enjeu vital, il y a le manque d'information, il y a le manque de compétences. Bref, il y a plein de critères de haute intensité et on commence par les discriminer. Qu'est-ce qui te met la pression dans cette négociation? Qu'est-ce qui pourrait te mettre sous tension, sous stress ou avec un engagement émotionnel fort? Une fois qu'on a trouvé ça, quel est l'enjeu? D'accord. L'enjeu, c'est le besoin fondamental que tu cherches à satisfaire. Tu demandes une augmentation de salaire,
Ça, c'est ta position, c'est ce que tu annonces. Mais quel est l'enjeu qui se cache derrière? Oui. Tu veux de l'argent parce que tu fais un prêt, tu veux de l'argent parce que tu aimes l'argent, tu veux de l'argent parce que tu veux acheter un cadeau à ta femme, tu t'en fous de l'argent, tu veux juste de la reconnaissance, tu veux de l'argent parce que tu vas être payé exactement comme ton collègue, tu penses qu'il en fout moins que toi et pourtant il est payé plus. Bref, Chercher ce qu'il y a c'est le derrière. besoin à la base. Ouais. Et cet enjeu doit être éthique. Ok. Aujourd'hui, on a la seule certification au monde, au sein de l'agence TTA, sur la négociation éthique et responsable. Ok, compris. Parce que la négociation, tu peux le faire de manière manipulatoire. Tu peux le faire de manière positionniste. Alors, je vais vous expliquer, on va négocier, mais ça, c'est ma position. Tant que vous n'adhérez pas à ma position, on discute pas. Vladimir Poutine, Donald Trump. Ou des manipulateurs, des menteurs qui vont tricher, qui vont mentir, qui vont jouer de techniques. Il y a plein de techniques de mensonges, de bluff, et ça galvaude le terme de négociation. La négociation, ça commence quand tu as envie de négocier avec l'autre. Donc, tu as envie d'obtenir quelque chose. Est-ce que Trump était un bon négociateur ou il avait très juste mauvais. Pour lui le rapport de force? Ouais, très mauvais négociateur, mais il avait le rapport de force, donc il pouvait imposer. Ouais. C'est pour ça que c'est pas de la négociation. Poutine n'est pas un bon négociateur du tout. D'ailleurs, on le voit. Mais Poutine a les moyens d'imposer sa politique jusqu'au moment où ça marche plus. Donc, c'est pas de la négociation. Il faut arrêter de parler de négociation. Je parle de négo-washing quand on fait ça. Venez, on va négocier. Non, c'est pas de la négociation. Vous allez m'imposer quelque chose. Les acheteurs des centrales d'achat de la grande distribution, pour la plupart, sont de vrais acheteurs qui achètent en essayant de trouver un équilibre avec la partie adverse. Mais pour certains, c'est pas ça. Pour certains, ils t'imposent et tant que t'es pas content, bah tu dégages et ils te déréférencent. Oui. Ça, c'est pas de la négo. Faut arrêter de dire que c'est de la négociation. Donc ça, c'est l'enjeu éthique. Ensuite, le R, c'est le rapport de force. Tu négocies toujours avec un rapport de force. Oui. Qui peut être neutre, qui peut être favorable ou défavorable. Mais tu dois l'identifier et voir quels sont les éléments de rapport de force que tu peux retourner. Parce qu'il faut leur équilibrer un minimum. Sinon, si t'es là et que l'autre est, si toi t'es en haut et que l'autre est en bas, tu peux lui imposer ce que tu veux. C'est clair, t'as pas besoin de négocier, t'as le flingue. Ensuite, le M, c'est le mandat ou les moyens. Ouais. Qu'est-ce que je peux donner? Quels sont les moyens que j'ai pour négocier? Une fois que t'as travaillé là-dessus, tu vas travailler sur l'autre. Le I, c'est les intérêts de la partie adverse. Quel est son intérêt à réussir cette négociation? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Et une fois que tu as tout ça, tu définis l'objectif commun de la négociation. Le O d'Hermione, c'est l'objectif commun partagé. Ah oui, c'est le OCP, voilà. Exactement, l'OCP. Okay. Une fois que tu as défini tout ça, haute intensité, enjeu, rapport de force, mandat, intérêt adverse et OCP, et bien là, tu négocies. Le N, c'est la négociation, c'est-à-dire la relation, le lien, la discussion, les échanges, les contreparties. Et une fois que la négociation est terminée, ce qu'on veut, c'est l'engagement. On veut pas un accord. Un accord sur lequel on s'engage pas, ça sert à rien. On veut un engagement dans un accord. Je m'engage à appliquer l'accord qu'on a défini dans la phase de négociation. Une belle négociation, c'est quand l'accord obtenu a été satisfait et est allé jusqu'à son terme. Sinon, c'est une jolie négociation de façade, mais ça va pas au terme. Ok, super smart. C'est super smart. Ouais, ça marche bien. Ça donne envie. Des négociateurs qui sont pas experts et c'est rapide à mettre en œuvre en fait. C'est très rapide. Ça dure combien de temps en général, une formation comme ça? Alors une formation, c'est 2 jours. Ah oui, c'est super rapide, oui, effectivement. Ouais. Et ensuite on a 3 modules de 2 jours. Alors, ça n'a rien à voir, mais quand même, je l'ai noté et je voulais te poser la question parce que dans le manuel du FBI, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode avec plus de 5 terroristes et moins de 5 terroristes. Pourquoi c'est une différence? En fait, ce qui était marrant, c'est que la dynamique des groupes fixait un point de bascule à 5. Et on disait que la dynamique du leader, notamment au-dessus de 5, est différente que sur un groupe où ils sont en moins de 5. D'accord, ok. Mais ce qui était surtout étonnant, c'est qu'il n'y a pas de procédure pour... alors, c'est encore une fois, c'était en 2000. Hein. J'ai fait ma formation en l'an 2000. Quand j'ai ramené la procédure du FBI, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de procédure pour 5 terroristes. Si c'est moins de 5, ça va. Si c'est plus de 5, ça va. Mais si c'est 5, ça va pas. Donc, on partait sur toutes nos opérations en disant, pourvu qu'il ne soit pas 5, les gars, parce que sinon, on l'affiche. Donc ça a été revu. Hein. Maintenant, dans le classeur du FBI, il n'y a plus ça. Ah, d'accord. Oh, c'est génial. Alors, tu l'as évoqué au tout début, c'est-à-dire qu'à un moment, t'es passé par le ministère de l'Intérieur, notamment sur les problématiques de kidnapping, et tu viens de l'évoquer là. Il y a un moment dans la négo, il faut que tu aies un mandat, c'est-à-dire que il faut que tu sois en capacité de lâcher des trucs, etc., etc. Et moi, j'ai toujours entendu que l'État ne négociait pas avec les terroristes, par exemple. Donc négocier, ça ne veut pas dire payer déjà. Ouais. Tu peux négocier sans payer. C'est vrai.
sur l'affaire du Pendant en 2008, quand le GIGN fait la négociation sur la prise d'otage du bateau de CMA CGM, il y a de la négociation, mais le paiement de la rançon ne sert qu'à préparer l'intervention et la capture des pirates et la libération des otages. D'accord. Donc négocier, c'est pas forcément payer une rançon à quelqu'un qui va partir avec. Ensuite, les États, c'est vrai, ne paient pas de rançon. C'est la position officielle et c'est la position que j'ai vue dans la plupart des crises que j'ai pu accompagner. Je fais une dizaine de kidnappings par an, encore aujourd'hui. D'accord. Et effectivement, les États ne payent pas. Par contre, les entreprises victimes, elles peuvent être amenées à payer. Quand t'as pas d'autre moyen de sauver l'otage, la vie n'a pas de prix. Oui. Et donc, les assurances qui couvrent le risque de kidnapping te donnent une marge de négociation assez large. D'accord. Ok. Donc, tu négocies tout là, ouais. C'est pourquoi à un moment tu t'es dit alors que quand même on l'a vu, t'as voulu t'as joué au policier quand t'étais petit, t'es arrivé, t'es dans le cœur de la machine, t'es dans l'unité d'élite, t'es dans les unités d'élite, t'as la reconnaissance, t'as tout, puis à un moment tu te dis bah tiens je vais monter une boîte ou je vais aller faire autre chose. En fait, quand je suis arrivé au RAID, je suis arrivé avec une promesse qui a pas été tenue. Ah. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, attendez les gars, vous faites une promesse, vous la tenez pas, comment on fait? Et le patron du RAID qui m'avait fait cette promesse et qui avait quitté le RAID, qui n'avait pas pu la tenir, est parti dans un cabinet de conseil du ministère de l'Intérieur. Il m'a dit, écoutez, j'ai pas tenu ma promesse, mais si vous voulez, on monte une équipe de négociateurs pour les kidnappings. On met à disposition votre expertise, on la met à disposition des entreprises françaises victimes de kidnapping. Si ça vous dit, je vous récupère. Et on monte cette équipe. Et je dis, bah, dans ce cas-là, ok, on y va. Pas mal. Donc j'ai pas, le monde de l'entreprise, pour moi, c'était très, très éloigné de ce que je savais faire. Bah oui. Ma mère est prof, mon père était militaire. Donc, si tu veux, l'entreprise, pour moi, je sais même pas comment ça marche. Mais quand je commence à bosser au sein de ce cabinet qui s'appelle Silly Paul Conseil, je découvre l'entreprise. Je découvre ce que c'est. Ouais. Et puis un jour, il y a un de mes profs à HEC, parce que comme le RAID est à Bièvre et HEC est un jeu à Josas, on pouvait aller en cours à HEC sans être obligé de quitter l'alerte. On pouvait être d'alerte. Trop bien. J'avais négocié avec certains profs d'HEC de suivre leurs cours, notamment en négociation. Et il y avait un prof de négo qui m'avait dit, Patrick Audebert, qui m'avait dit, un fonctionnaire, ça fonctionne, un entrepreneur, ça entreprend. Et je m'étais dit, c'est pas mal comme définition. Peut-être que j'ai envie d'entreprendre. Et donc, je me suis lancé dans la création d'entreprise. Et puis, après, comment te dire? J'aime bien improviser, j'aime bien inventer des trucs, j'aime bien transgresser. L'administration, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd pour moi. Bah oui. Tu parlais de process, c'est le monde des process, l'administration. Alors, il en faut du process parce que sinon c'est n'importe quoi, mais il en faut pas trop. Et moi, ça commençait à me peser un peu, ouais. Donc j'ai décidé de quitter l'administration, d'abord en disponibilité, et puis ensuite j'ai démissionné pour me lancer dans le monde de la création d'entreprise. Et donc tu te fais une spécialisation des kidnappings ou c'est juste parce qu'il y en a beaucoup? Non, parce qu'on m'a sollicité pour ça et que j'ai la chance de parler anglais et espagnol, donc c'est les trois langues qui fonctionnent avec le français sur les kidnappings. Ouais. Je suis détecté par une assurance kidnapping qui me dit, est-ce que vous voulez être notre consultant pour les missions kidnapping qui touchent des ressortissants français. Ouais. Je dis, bah écoutez, pourquoi pas. Et puis ouais, je me fais un petit nom, on arrive à en gérer quelques-uns, ouais. Je touche du bois, j'ai toujours ramené les personnes kidnappées, tout le temps. Le dernier que j'ai fait, c'était en décembre, au Nigeria, et on a réussi à récupérer les 2 personnes kidnappées. Donc, on a la chance d'être efficace. Tu vois, dans la série, les boulots qui ont du sens, on parlait de rentrer le soir. Quand tu rentres le soir, t'as réussi un truc comme ça, tu fais, enfin, tu vois, t'es bien quand même, non? Ouais, c'est super gratifiant. C'est vrai que ton salaire, c'est ça. Les moments où tu débarques, alors on fait rarement les exfiltrations. Moi, je fais la négo, j'ai des équipes qui vont sur le terrain. On fait rarement les exfiltrations, c'est-à-dire on récupère pas l'otage qu'on met dans la voiture et qu'on amène dans l'avion. Ouais. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire. Quand tu arrives sur le tarmac et que tu descends, ou quand tu arrives avec la voiture de la famille du bonhomme qui vient de récupérer, ouais, là tu dis ok, bon, c'est bon. J'ai bien fait de me lever ce matin, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ta fiche Wikipédia dit que de ta vie et de tes expériences ont été inspirées des films ou des séries. Des séries, ouais. Ouais, dans un avion, j'ai rencontré une productrice TV qui je rentrais d'une mission en Amérique du Sud, et puis elle voit que je remplis un document, tu vois, je relate le kidnapping. Et puis elle me dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites comme job? Je raconte ce que je fais. Elle me dit, mais c'est génial, on pourrait faire une série de votre histoire. Je dis oui, pourquoi pas, ça serait marrant. On échange nos coordonnées. Et 3 ans plus tard, elle me rappelle, elle me dit, mais j'ai parlé de ce projet à une de mes amies qui dirige une boîte de production. On lance le projet, on va aller voir des chaînes télé, puis si ça marche,
on y va quoi. Et en fait, ils sont allés voir CBS qui a signé le contrat et on a fait la série Ransom qui est basée sur mon histoire, ouais. Trop bien. Parce que alors là aussi en découvrant tout ça, alors dans ta conf tu donnais les chiffres de 2015 parce que ça doit être une conf qui date un peu, mais où tu disais qu'il y avait 900 000 kidnappings par an. On a dépassé le 1,5 million, ouais, cette année. La vache. Enfin, 2021. C'est énorme, c'est un business, le truc. Non, c'est un business. Au Mexique, c'est un business. Au Pérou, c'est un business. Bien sûr, c'est un business. Aujourd'hui, des migrants se font kidnapper par des groupes criminels. Ils les enferment dans des conteneurs maritimes dans le désert libyen et ils leur donnent un téléphone satellite pour qu'ils appellent des membres de leur famille en disant voilà, je suis enfermé dans le conteneur, donnez de l'argent à la personne qui va venir vous voir. Et ces criminels envoient du monde en Allemagne, en France, en Espagne récupérer de l'argent auprès de la tante, du tonton, de la mamie, pour pas que son neveu, son fils ou son petit-fils se fasse égorger en Libye. Ouais, c'est un gros business. On a des kidnappings intrafamiliaux aussi, beaucoup. Ah ouais. Avec Hermione, on accompagne pro bono des missions de familles qui sont victimes de kidnappings intrafamiliaux et qui savent plus vers qui se tourner parce que personne peut les aider, parce que personne sait comment faire. Et la Chine, c'est toujours le plus gros pays où on kidnappe? Alors, il y a du kidnapping culturel en Chine en plus, donc c'est. C'est quoi les kidnappings culturels? On se kidnappe. Si tu veux épouser quelqu'un, faut la kidnapper. C'est bon ça. C'est pas bon du tout. Pouf. Attends, je vais me faire incendier là. Ok, d'accord. Bon. Donc les kidnappings criminels, les criminels dans le sens vraiment fait pour faire de l'argent, c'est la Chine. C'est le Mexique, le premier pays. D'accord, ok. L'Inde commence à monter pas mal aussi. Hein. Bon. Côté entreprise, justement, alors on parlait des FUSAC, etc. Alors là, il y a rarement des enjeux de vie ou de mort, mais il y a des enjeux financiers qui sont hyper costauds. Alors comment on fait pour shifter dans sa tête entre je vais sauver une vie ou je négocie plusieurs milliards de dollars? En fait, c'est la même chose. Je me mets pas la pression sur les enjeux vitaux. Parce que si tu te laisses mettre la pression, t'es cuit. Ouais. Si tu te laisses monter la pression parce que tu as la photo de la personne kidnappée dans la salle de crise, ça marche pas. Moi, je mets jamais la photo, je débaptise la crise tout de suite. Et on donne un nom de code à la victime et on l'appelle jamais par son prénom, jamais par son nom. D'accord. Ok. Et pour une FUSAC, c'est pareil. Vous savez il y a de l'argent. Alors, je suis pas perdre des millions de dollars pour des gens qui en ont des milliards, c'est pas très grave. N'empêche que des fois, c'est des entreprises avec des collaborateurs, avec des familles derrière. Donc, tu te dis qu'il y a toujours un objectif à ce que ça se passe bien. Comme quand on accompagne des PSE ou des négociations sociales difficiles, je me mets parfois plus la pression sur un gros PSE que sur un kidnapping. Ah, tu fais ça aussi? Ouais. On a des entreprises qui nous demandent de l'aide parce qu'ils savent pas gérer la négociation et il faut trouver un accord. Mais comment alors c'est toujours difficile de trouver un accord, mais typiquement, tu vois, on peut tous se projeter. Enfin, tu me diras, dans tout ce qu'on a évoqué, on peut se projeter, mais un truc qui pourrait statistiquement tous nous toucher à un moment ou un autre, justement, c'est les plans de départ, etc., les négociations syndicales. En France, elles ont la réputation d'être un peu the hard way. En tout cas, pendant des années, ça a été comme ça. Là aussi, je sais pas, les tips and tricks de la négociation, c'est quoi là-dessus dans ce domaine? La même chose que tout à l'heure. Hermione, toujours. Quelle est la haute intensité, les enjeux, la pression, la menace parfois de collaborateurs qui vont tout perdre et qui se disent moi j'ai un peu à perdre et je veux faire sauter l'usine. Ouais. Quel est l'enjeu de ta négo? Est-ce que tu veux faire en sorte que ça se passe vite? Est-ce que tu veux faire en sorte que tout le monde gagne ce qui est juste? Quand je te parlais d'enjeux éthiques, nous, on pousse au maximum sur ces négociations à ce que l'entreprise va donner, ce soit juste. Si l'entreprise elle a de l'argent, il faut payer. Il faut pas. Moi, si on me dit je veux négocier, mais on va payer le moins possible, c'est pas mon truc. On va mettre des gens à la rue. Donc, si la boîte est aux abois, elle a pas d'argent, effectivement, on va pas payer beaucoup. Par contre, si la boîte a de l'argent, oui, moi je pousse à ce qu'on paye parce que on va quand même changer des vies. Donc, autant faire ce qu'il faut pour que ce soit juste. Tu sais, pour moi, une négociation réussie, il faut que chacun ait atteint son enjeu. Donc, tu aies atteint ton enjeu. Il faut que les règles de la négociation aient été respectueuses des parties prenantes. Oui. Et il faut que chacun ait obtenu ce qui était juste. Si à la fin, tu as obtenu ce qui était juste, le dernier PSE compliqué que j'ai mené, on a demandé au délégué syndicat du plus gros syndicat qui était en face de nous, on lui a dit, mais est-ce que, au vu de ce que vous avez vu, du contexte de l'entreprise, des difficultés de l'entreprise, est-ce que ce qui a été donné, ça vous semble juste? Et il dit oui. Évidemment, on aurait voulu avoir plus, mais ce qu'on a obtenu, c'était juste par rapport à ce que vous pouvez donner.
Si on réussit ça, on a gagné. Mmh. Donc c'est ce qu'on essaie d'amener. Hermione s'applique dans tous les cas en fait. Tu serais assez surpris de voir en forme des médecins à la relation patient. On utilise Hermione pour l'observance thérapeutique. Les patients qui ne prennent pas le traitement. Il y a des taux de non-observance qui sont colossaux. D'accord. Des patients qui prennent pas le traitement, qui prennent pas jusqu'au bout, qui prennent pas les bonnes doses, qui te disent qu'ils le prennent mais qu'ils le prennent pas, qui te mentent, qui oublient. Ouais. Et donc le médecin peut rien imposer. Tu dois négocier. Tu dois faire accepter à l'autre de modifier volontairement sa position. Ok. Alors, cas pratique. J'adore. Non, mais j'ai un vrai négociateur sous la main, je vais en profiter. Comment, et ça, je pense, ça va intéresser les 95% des gens qui nous écoutent, qui sont des salariés. Comment on fait pour négocier une augmentation salariale? Eh ben, on se pose la question, quelle est la haute intensité que ça va gérer? Est-ce que je vais garder mon calme? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que je vais être capable d'aller voir mon DRH ou mon patron, ma patronne pour dire, voilà, j'aimerais avoir une augmentation de salaire? Quel est mon enjeu? Pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est par principe? Est-ce que c'est de l'ego? Il y a aucune mauvaise raison de négocier, mais il faut juste être bien au clair par rapport à ça. Quel est mon rapport de force? J'ai une compétence que les autres n'ont pas. On est 25 à avoir la même compétence. Qu'est-ce que j'apporte en plus ou qu'est-ce que j'apporte en moins? Et quels sont mes moyens? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander de l'argent, d'accord? Qu'est-ce que je vais demander? Un montant net, je vais demander un pourcentage, ou alors je ne demande pas de salaire, mais je vais sur une prime, je veux une augmentation de la prime, ou alors je veux avoir un intéressement à la mission, ou alors je veux avoir un poste différent ou un véhicule de fonction. Il y a plein d'éléments de mandat que tu peux mettre dans ta discussion. Si on n'accepte pas le salaire, sur quoi je bascule? Une fois que c'est ça, quel est l'intérêt de mon patron ou de ma RH à me dire oui? Le guide de Hermione. Et une fois qu'on a fait ça, comment je verbalise l'objectif commun? Comment je verbalise l'intérêt qu'on a à réussir ensemble cette négociation? Et après, tu t'attaques ta négo. Allez. Et quand c'est fait, engagement sur l'accord. Comment on le fait? Comment on le met en pratique? Hermione. Trop, enfin, voilà. Ouais, je sais pas, tu vois, pour le coup, je suis rarement sans voix, mais là, puis en plus, l'acronyme Hermione, je sais pas, ça résonne bien, je trouve. Hermione Grandeur, elle est plutôt sympa. Ouais, en plus, et puis tu vois, pour moi, Lafayette. Elle est intelligente, tu vois, elle est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Et puis Hermione, c'était le bateau de Lafayette. Ouais. Donc c'est le bateau de la liberté. Et comme dans le réseau Hermione, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Américains. Ça faisait ainsi un lien intéressant. C'est quoi tes objectifs pour les 5 prochaines années? Là, j'ai eu 50 ans il y a une petite année. Ouais. Et j'ai créé un campus de formation en Bourgogne, sur les hauts de la Bourgogne, à 1h45 de Paris. D'accord. 3h15 de Lyon. Et la devise du campus, c'est inspirer et transmettre. Je pense que quand tu as la chance d'avoir eu des métiers un peu atypiques ou des expériences un peu particulières, ta responsabilité, c'est de transmettre ce que tu sais, parce que sinon ça sert à rien. Si tu prends le savoir et que tu le gardes pour toi parce que tu as l'impression que ça te donne du pouvoir sur les autres, t'as rien compris. J'ai jamais eu autant de demandes de formation en négociation que depuis qu'on a écrit Négociator, alors que dans Négociator il y a tout Pacificat, il y a toutes les méthodes. Et on n'a jamais eu autant de demandes d'aider à la négociation, alors parce qu'on a donné un maximum. Il faut donner, je pense qu'il faut être généreux dans le savoir et dans la connaissance. Donc ouais, sur les 5 prochaines années, mon idée c'est évidemment de développer notre campus et de faire venir des gens ici pour les former. Le lieu est un peu atypique, on a 12 hectares de forêt, on est entièrement éco-responsable. D'accord. On a pris le pari avec Stéphanie qui est la directrice des opérations, on a pris le pari de créer un campus le plus autonome possible. OK. On produit notre électricité. Donc on est autonome en électricité, on recycle notre eau. C'est hyper RSE, quoi. Ouais, on est très très RSE. Okay. On mange tout ce qu'on produit sur notre potager ou avec nos poules ou notre verger. Et sinon, on essaie d'être à moins de 10 km. C'est difficile. Il y a quelques trucs qui dérogent à la règle, mais la plupart de ce qu'on mange au campus, c'est produit à moins de 10 km. Et c'est format force spéciale ou c'est format enfin, je sais pas. Ah non, c'est un super campus, c'est luxueux, c'est très beau. On a fait un truc très chouette, très sympa, mais entièrement autonome. OK. Chaque fois que tu allumes la lumière, on a une piscine qui est chauffée toute l'année parce qu'elle est chauffée au panneau solaire. Trop bien. Et donc t'as pas de scrupule à faire chauffer ta piscine. On est tout en voiture électrique parce qu'on alimente nos voitures électriques avec les panneaux solaires. En fait, on a vraiment fait le pari. On a dit si on fait un truc, on fait jusqu'au bout, on voit comment ça marche. Et ça marche. Ça marche. OK. Je mettrai le lien aussi vers tout ça et vers édition d'Uno 2019, Négociator, la référence de toutes les négociations. Alors,
avec un gars on voit passer pas mal dans ton parcours, un gars qui s'appelle Marwan Méry. Ouais, Marwan. C'est quoi l'histoire entre Marwan, on s'est rencontrés en 2011 et j'étais tout seul dans ma boîte et on s'est dit tiens, on pourrait monter une équipe. En fait, j'animais une masterclass de négociation et je lui ai dit si tu veux, on fait un deuxième jour et je te donne le deuxième jour à animer. Et on s'est aperçu que notre approche de la négo était très complémentaire et donc on a créé une société qui s'appelle ADN Group. On a lancé l'idée de cette société en 2013. D'accord. Et alors elle marche toujours, mais j'ai eu 50 ans l'an dernier et pour moi c'était le moment de créer mon campus. Ah oui. Et donc j'ai cédé mes parts d'ADN à Marwan qui continue l'aventure. Et moi j'anime le campus avec nos modules d'assistance et de formation. Et puis je voulais me lancer dans Hermione. Hermione, c'est un truc que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Avec quelques collègues négociateurs de police, on voulait créer ce réseau de partage entre négociateurs de police ayant basculé dans le monde de l'entreprise. Et donc c'était l'occasion de me consacrer à ça. Ça m'amène une question parce que notamment à HEC, t'enseignes aux étudiants de l'executive MBA, donc les gars, ils ont, les participants, pardon, je vais faire taxer de sexisme encore. Ils ont minimum 35 ans, on va dire. Donc ils ont quelques heures de vol. Est-ce qu'on peut apprendre la négo à tous les âges et être un bon négociateur à tous les âges? On n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, ça d'accord. Moi, j'ai pas encore fini d'apprendre la négociation. Non, mais ça, c'est ton côté Miss France, Laurent. Ah non, c'est vrai. Parce que si tu penses que tu sais, tu vas te planter. Quand la série Ransom est sortie, il y a eu des articles de presse disant Laurent Combe-Albert parmi les meilleurs négociateurs du monde. C'est le pire truc qui puisse t'arriver. Ouais. Parce que tu peux le croire et les gens qui peuvent le croire. Ouais. Donc ils vont penser que tu vas savoir tout gérer et toi tu vas avoir la tête qui va gonfler. Donc ouais, t'as jamais fini de te remettre en question. Ça c'est la base. Chaque fois qu'on finit une négo, on débrief. Quelle merde on a fait sur cette négo et quel truc super on a fait sur cette négociation et comment on gère ça. Après l'executive MBA, ça fait ça fait 20 ans que j'enseigne à HEC, mais plus de 10 ans que j'enseigne à l'IMBA et j'adore parce que t'as des gens qui sont brillants évidemment pour faire l'executive MBA, je sais pas quels sont les critères de sélection, mais ils sont tous super bons, ils sont tous super sympas et ils sont tous super humbles. T'as pas de mec qui te la raconte en disant moi j'ai déjà fait des négos, ça va, je sais comment ça marche, personne. En 10 ans, j'ai pas eu une seule personne qui m'a dit mais ça je sais faire. Et en plus la négo c'est souvent l'open day, c'est le jour où ils choisissent le sujet. Et ils choisissent la négociation. Ils ont tous conscience que la négo, c'est une vraie compétence de leader. Tu m'étonnes. Il faut savoir négocier, tu négocies tout le temps. Dès qu'il y a un désaccord, si tu sais négocier, tu sais en tirer profit pour les deux parties prenantes. Donc ouais, j'ai la chance vraiment de rencontrer des gens qui sont top. Et d'ailleurs, on reste très souvent en contact derrière parce que c'est des gens qui ont des jolis postes ou des belles boutiques et qui s'interrogent beaucoup sur la négo. Et ouais, c'est un vrai, vraiment, alors je crois qu'en plus, l'executive MBA a été classé parmi les premiers, c'est le premier executive MBA au monde, il me semble. Ouais. Je peux voir l'ex-aide d'HEC. Alors c'est le programme Trium, mais ouais, c'est plutôt, de toute façon, c'est dans le. Mais c'est super. T'as que des profs qui sont dans l'échange, qui sont super compétents et très humbles. Ouais, vraiment, j'avais une bonne image d'HEC parce que j'avais commencé à suivre des cours quand j'étais au RAID et que je voulais apprendre 2-3 petites méthodes. Mais là, quand tu le vois de l'intérieur, c'est vraiment une belle boutique. Ouais, et puis il y a toi comme prof déjà, c'est pas mal. Voilà. Ouais, alors, c'est très humble. Moi, j'interviens, je suis intervenant à HEC. Mais c'est. Ouais, mais passer quelques heures avec toi, tu vois, les quelques minutes là qu'on passe, bah tu t'en ressors moins con, hein. Et voilà, c'est pas mal. Si on peut inspirer et transmettre, on se couchera moins bête ce soir. Alors, avant de passer aux 7 dernières questions, s'il y en a qui veulent te contacter, découvrir. Alors pour le campus, je mettrai là tous les liens, plus quelques liens vers des bouquins, vers les derniers, hein, parce que il y en a, je sais plus combien. 26. Donc voilà, je mettrai la page Amazon qui va bien. Si on veut te contacter, c'est quoi le plus simple? Alors, si vous voulez acheter des bouquins, n'allez pas chez Amazon. Ah, voilà, déjà. Allez voir votre petit libraire. Il vous passera commande, vous l'aurez pas tout de suite, mais c'est vrai que on aime bien. Même si c'est vrai qu'Amazon c'est super commode, mais j'aime bien les petits libraires, ils sont quand même pas mal. Ah, ok, c'est noté. Si on veut me contacter, le mieux c'est LinkedIn. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. LinkedIn, je passe mes journées à regarder, à suivre les informations qui sortent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, je te donnerai le lien du site de l'agence. Ouais. www.thetrustedagency.com. Ok, c'est noté.
Alors. Et on te donnera le lien du streaming pour le jour de confiance. Mais carrément. Si tu as des auditeurs qui veulent écouter avec leur gamin jour de confiance, allez-y. Plus on déjà moi, donc voilà. Donc rien que pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Dis-nous, Laurent, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, action. Ouais. Action, c'est le moment qui passe de la réflexion et du doute au passage à l'acte. Le principe de l'action engagée, c'est allez, quand t'annonces action, c'est parti. J'aime bien ce mot-là. Ouais, et puis, enfin, ce que j'entends aussi chez toi, c'est que, alors effectivement, action engagée, puis c'est action réfléchie surtout. C'est-à-dire que il peut se passer des heures et des heures avant de prononcer le mot action. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est la délivrance. Quand tu dis action, c'est le moment. C'est plus la finalité que le début, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une petite phrase que je prononce tout le temps quand on lance l'action. C'est en piste les clowns. Ah ouais? Même quand tu pars sur un truc un peu chaud? Ah, tout le temps. Allez, en piste les clowns, on y va. Et ce mot, il est venu d'un film qui s'appelle Les loups entre eux. Ouais. Avec Claude Brasseur, un très très vieux film d'une équipe d'intervention, de forces spéciales qui va mener la libération d'un otage américain. Et je me rappelle que j'ai jamais réussi à retrouver le DVD en plus de ce film. Si quelqu'un le trouve, je suis preneur. Mais à un moment donné dans l'action, il dit ça. En piste les clowns, ça veut dire on démarre. Et ça, j'ai gardé cette expression et toute ma carrière, je l'ai utilisée et je l'utilise encore aujourd'hui. Okay. Donc l'action, pour moi, c'est important. Quel est le mot que tu détestes? Si un truc que je déteste, c'est au jour d'aujourd'hui. Arrêtez de dire au jour d'aujourd'hui. Par pitié. Vraiment. Franchement, faites l'effort. Ok, on va rester là-dessus. Faites l'effort, effectivement. Le son ou le bruit que tu aimes? J'adore le bruit de l'eau sur les rochers. Ouais. J'ai la chance de vivre dans une forêt. On a une fontaine avec une petite cascade et ce bruit-là, c'est l'apaisement complet. Ah, c'est la pub Knackierta, ça. Ok. Le son ou le bruit que tu détestes? Le bruit que je déteste, je crois que c'est le bruit du métro qui rentre sur les rails là, qui crisse. Ah ouais. Ça me rappelle mes années parisiennes où j'étais dans le métro. Ouais, t'es un homme de la campagne, toi, en fait. Moi, je suis né à la campagne. Mes grands-parents étaient paysans. Il me faut les pieds dans la terre. Ouais. Je comprends. C'est là que je retrouve la vraie vie, c'est ça en fait. Tu sais, on appelle ça le BSP, le bon sens paysan. On faisait un peu plus de BSP dans la politique, dans l'économie. Il y a plein de trucs qui marcheraient mieux. Peut-être. Quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori? Je sais pas si je peux le dire. Si, tu sais, c'est un podcast. Putain de bordel de merde. Putain de bordel de merde. Ouais, c'est soft en plus. Ouais, c'est soft, mais non, ça faut pas dire ça. Alors si, il y en a un que je dis avec les enfants et que mes enfants reprennent, c'est merdum diabolicum. Ok. Ça c'est mignon. Ouais. C'est mignon. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. J'aime bien la phrase de François Guizot, le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Ah, et je connaissais pas, c'est super joli. Tu peux me la refaire? Ouais. Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. J'adore. Ouais, j'aime bien l'idée qu'il faut y croire, quoi qu'il arrive. Si tu crois dans ce que tu peux faire, t'as déjà fait la moitié du boulot. La compétence, ça s'acquiert. La chance, ça se provoque. Mais si tu crois dans ta capacité à faire et à faire face, ouais, t'as déjà fait une grosse partie. J'aime beaucoup cette phrase de Guizot. Tu pensais quand t'as commencé tes études supérieures, tu pensais arriver à faire tout ce chemin? Non. Non, du tout. Ouais. Tu sais, moi, j'étais très cadré. Je m'étais programmé mon cursus universitaire, cursus à l'école de police. Je suis sorti très bien classé, vice-major, je choisis mon poste parce que c'est ce que je voulais faire. Tout était dans des cadres. Mais je pense que c'est ce qui m'a, à un moment donné, c'est ce qui m'a amené à penser qu'il fallait que je réfléchisse autrement. Quand je suis rentré dans la police, on m'a donné mon jour de départ à la retraite. Oh, la déprime. On m'a dit, vous partirez à la retraite ce mois-ci et cette année-là. Ah ouais. Et tu dis, mais putain, mais en fait, je suis dans un tunnel et on a déjà tout prévu pour moi. Et là, je commence à me dire, attention, on va peut-être penser contre-intuitif, on va peut-être sortir du cadre. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des pieds un peu de côté. D'accord, je comprends. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Bah, tu vois, j'existe pas. Ok. Je sais pas pourquoi il y a cette question, mais c'est un peu on va dire la rencontre avec Dieu hypothétique, mais se dire c'est à l'heure des bilans. Il y a un moment, tu fais des bilans, tu comptes,
est-ce que tu as compté le nombre de vies? J'ai pas compté à la vie près, mais je suis au-dessus de 700. Oh, ça valait le coup. C'est ce que tu te dis. Tu dis, bon, quand tu te lèves le matin, tu sais que tu vas bosser sur un dossier, que tu dois lire un truc qui vient de sortir, un bouquin sur une nouvelle méthode. Ouais, tu te dis que peut-être qu'un jour, tu sauveras quelqu'un. Et il suffit d'un, hein. Si j'en avais sauvé qu'un seul, j'aurais été content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais après, ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, tu vois, sur les team building ou sur des formations sur le leadership, et quand vous engagez vos équipes, moi, j'ai la chance d'avoir, sur certaines de mes missions, de sauver des vies. Et quand la vie est en jeu, la performance n'est pas négociable. C'est pas difficile d'être performant quand tu as une vie en jeu. Parce que tu peux pas te permettre de te rater. Il faut être bon. Faites comme si. Donnez à vos équipes un enjeu comme si vous sauviez des vies. Et ça, c'est motivant. Ça donne envie de se lever le matin. Voilà. Un enjeu vital. Donnez-vous un sens. Vous faites des trucs grandioses, mais dites-le, quoi. Ah, mais vous savez, vous sauvez des vies. Moi, je fais pas ça. Bien sûr que si. Vous sauvez des emplois, vous générez du business, vous aidez des gens. Il y a plein de gens qui aident les autres sans s'en apercevoir ou qui osent pas le dire. Donc, ouais. Ayez une mission qui vous fait rêver. Ayez une mission qui vous fait vibrer, qui fait que le matin, vous allez vous lever une demi-heure plus tôt parce que vous avez envie d'y aller. Moi, j'ai hâte de me lever tous les matins parce que je me dis, c'est super, on a du boulot et on va faire des trucs. Ça peut paraître surprenant, mais tous les soirs, je me dis, c'est cool, demain, on va se lever, on a du taf. Et on se lève souvent très, très tôt parce que on adore faire ce qu'on fait. Parce que cette mission, elle est transcendante. Inspirer et transmettre, et en plus parfois sauver des gens. Et ça s'entend. 2, alors vous le voyez pas, mais moi je le vois en visio, ça transpire sur son visage qui vit le truc et qu'il est habité par quelque chose. Voilà. Donc je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description. Encore un grand merci, Laurent, du temps qu'on a passé ensemble. C'était super intéressant. Méthode Hermione, n'oubliez pas. Et je pense que c'est un épisode qui doit se réécouter plusieurs fois. Et puis de toute façon, voilà, vous avez plein de formations, vous avez plein de choses. Je mettrai tout ce qu'il faut. Un grand merci, Laurent. Merci, bye bye. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.